Dans l'actualité de ce mercredi 29 janvier, un rapport du Sénat plaide pour un choc régalien de l'État en Outre-mer, ce après un constat alarmant dans les territoires ultramarins où progressent crimes et délits, violences intrafamiliales et sexuelles. On y revient dès le début de ce journal. Le collectif Stop Vie Chère et la CTG se sont à nouveau réunis pour tenter de trouver des pistes pour diminuer le coût de la vie. On fera le point sur l'évolution des travaux. Une question dans ce journal, la vie sexuelle et affective chez les jeunes. Comment faire pour en parler dans les écoles? Ce mercredi, un nouveau programme des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité va être examiné aujourd'hui. Et puis en sport, en jiu-jitsu brésilien, la Guyanaise Aurélie Leverne est sacrée vice-championne d'Europe ce week-end. Vous l'entendrez à la fin de cette édition. Voici le journal de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue. Je vous le disais en titre, un rapport du Sénat plaide pour un choc régalien de l'État en Outre-mer. Sécurité, défense et justice. L'État s'est affaibli sur ses missions fondamentales, précise ce rapport sur l'adaptation des modes d'action de l'État dans les territoires ultramarins. Il a été présenté la semaine dernière par la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Dans le détail, ce texte revient sur le bilan et la situation actuelle. Progression des crimes et délits, violences intrafamiliales et sexuelles en hausse, tout comme les atteintes aux personnes. 38 recommandations ont été faites pour, je cite, construire des politiques publiques plus efficaces. La procédure pénale manque d'efficacité dans les Outre-mer, détaille le sénateur Philippe Bas, l'un des rapporteurs de la mission. Il n'y a pas que la question des moyens, il y a aussi la question de l'organisation et la question de la procédure pénale qui doit absolument être adaptée à certaines réalités comme la forêt vierge par exemple, la forêt amazonienne. Quand vous interpellez en quelque sorte des orpailleurs, le délai de la garde à vue commence, or vous n'avez pas les moyens de procéder aux interrogatoires sans ramener les suspects à Cayenne, ce qui prend beaucoup de temps. Par ailleurs, si vous n'avez pas d'avocat, la garde à vue ne peut pas régulièrement se tenir. Si vous n'avez pas d'interprète diplômé, elle ne peut pas régulièrement se tenir. On comprend que dans l'Hexagone, où il y a des avocats, où il y a des interprètes, toutes ces règles sont nécessaires au droit de la défense, mais enfin, on pourrait, quand il n'y a pas les ressources humaines nécessaires, assouplir un peu les conditions pour mener à bien les enquêtes et permettre aux tribunaux de prononcer des condamnations. Des propos recueillis par Victor Zamit et puis les deux rapporteurs, les sénateurs Philippe Bas et Victorin Lurel, ont d'ores et déjà annoncé une traduction de ce rapport en proposition de loi. La commission des lois du Sénat adopte une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le narcotrafic. Ce texte, composé de 24 articles, propose notamment la transformation de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants, placé sous la double tutelle des ministères de l'Intérieur et de l'Économie. Il prévoit également la création d'un parquet spécialisé national anticriminalité compétent pour lutter contre le narcotrafic et d'autres formes de criminalités organisées. Parmi les mesures phares figurent la refonte du statut des repentis, l'introduction d'infiltrés civils bénéficiant d'une immunité pénale sous conditions strictes et le renforcement des procédures de saisie et de confiscation des avoirs des trafiquants. On écoute la réaction du sénateur Georges Patient à l'issue d'une rencontre avec Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Forcément, on peut pas faire un tour d'horizon ou venir voir le Premier ministre sans parler d'insécurité et de vie chère. Des moyens vont se renforcer dans nos territoires, que ce soit en matière d'insécurité quotidienne, comme en matière de narcotrafic. D'ailleurs, au Sénat démarre aujourd'hui la proposition de loi sur le narcotrafic et beaucoup d'amendements ont été ajoutés au texte pour renforcer les moyens, et notamment dans les Antilles et la Guyane qui deviennent des plaques tournantes actuellement en matière de narcotrafic. Il y a certainement des choses à revoir, mais je pense que c'est déjà une première approche qui ira en s'améliorant, parce que cette loi doit arriver également au Sénat, et très certainement nous ferons en sorte que le texte soit mieux adapté à la réalité locale. On ne pouvait notamment concerner la Guyane parler d'évolution statutaire. Il y a des réunions, il y a des courriers qui sont adressés actuellement pour que la discussion reprenne dans ce domaine. J'en ai parlé au ministre et très certainement le débat sera réouvert également au niveau du gouvernement. Georges Patient, sénateur de Guyane, il répondait aux questions de Maurice Cessé d'Outre-mer News.
Dans le reste de l'actualité, un incendie fait 5 victimes dans un feu d'habitation au centre-ville de Cayenne. Ça s'est passé cette nuit vers 2h du matin dans une maison traditionnelle squattée de la rue L'Alouette. Un bébé de 4 mois brûlé au visage et au corps a été évacué en urgence absolue au CHR de Cayenne, tandis que 4 autres personnes, 2 jeunes garçons de 8 et 10 ans et leurs 2 parents ont été pris en charge en urgence relative. L'incendie serait d'origine criminelle selon une résidente rescapée. Il s'agirait d'un acte de vengeance. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Démolition de constructions illégales à Saint-Laurent-du-Maroni. Hier, une opération menée par les services de l'État a conduit à la démolition de 2 habitations illégales dans le quartier malgache. Ces maisons étaient situées sur un terrain appartenant à l'EPFA, l'établissement public foncier d'aménagement. Un projet d'urbanisme prévoyant une zone commerciale, des logements sociaux et un collège est prévu sur cette parcelle évacuée. Le secteur connu sous le nom de Trou-Cochon abrite plusieurs centaines d'habitations. Les occupants, dont certains sont présents depuis plusieurs années, s'inquiètent d'une possible expulsion et leur relogement. Le collectif Stop Vie Chère et la CTG se sont à nouveau réunis pour essayer de trouver des pistes pour diminuer le coût de la vie. Une séance qui s'est inscrite dans la continuité des discussions entamées il y a quelques mois sur la vie chère. Leur objectif est de mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour améliorer le pouvoir d'achat des Guyanais, notamment sur les prix des carburants. Le collectif Stop Vie Chère et la CTG espérait avoir des discussions sur ce sujet avec la SARA, la Société Anonyme de Raffinerie des Antilles. Des réunions qu'ils n'ont pas pu obtenir pour l'instant. Le collectif composé d'associations, de consommateurs, de syndicats et de partis politiques prévoit de solliciter dans les prochains jours les commerçants et la grande distribution. C'est ce qu'explique Ivan Goua, membre du collectif et porte-parole de l'association Trop Violence. Concernant le panier de la ménagère, nous avons prévu de rencontrer la grande distribution, les commerces. C'est quelque chose qui a pris son temps, qu'on ne veut pas faire dans la précipitation, parce qu'il s'agissait aussi de se mettre d'accord tous ensemble, CTG, collectif, sur potentiellement notre vraie question sur qu'est-ce qui cause la vie chère. Et d'ailleurs, de la même manière qu'on va rencontrer la grande distribution et les commerces, nous avons un atelier dédié à l'octroi de mer aussi qui va se faire dans les courants du mois de février. Donc au mois de février, plusieurs réunions sont déjà prévues pour pouvoir parler soit de l'octroi de mer, soit de la grande distribution et des commerces, et ou soit effectivement la SARA aussi sera contactée par le collectif. En justice, Olivier Goudet et Ivan Goua font appel de leur condamnation. Le président et la porte-parole de l'association Trop Violence ont été condamnés respectivement à 6 et 3 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel pour organisation de manifestations sans déclaration et entrave à la circulation de véhicules sur la voie publique et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique. Des faits qui se sont passés en 2021 lorsque le collectif de la Caravane de la Liberté avait mené des actions pour dénoncer l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Les leaders de Trop Violence ont décidé de faire appel à la décision. Et puis le groupe Bernard Ayotte GBH prévoit de porter plainte pour dénonciation calomnieuse face à la justice sur le dossier de la vie chère et de ses marges jugées exorbitantes. Le groupe GBH contre-attaque ce mardi par voie de communiqué. GBH conteste fermement ces accusations, les qualifiant d'infondées et approximatives et affirme que l'objectif est de déstabiliser le groupe. On connaît la date du prochain lancement d'Ariane 6. La première mission commerciale d'Ariane 6 est prévue pour le 26 février prochain depuis le centre spatial guyanais. Elle mettra en orbite le satellite militaire CSO-3 essentiel à la défense militaire européenne. Ce lancement marque le retour de l'Europe à un accès autonome à l'espace après l'arrêt d'Ariane 5. Vie sexuelle et affective, comment faire pour en parler avec les enfants? C'est un sujet tabou qu'il faut néanmoins affronter car une très grande majorité d'enfants découvrent seuls la sexualité sur Internet via la pornographie, parfois dès l'âge de 10 ans, voire moins. Ce mercredi 29 janvier, un nouveau programme des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité va être examiné. Il compte instaurer 3 séances de cours par an du CP à la terminale. L'objectif n'est pas d'encourager telle ou telle pratique, mais de communiquer aux enfants des informations pour leur permettre de prendre du recul sur ce qu'ils ont vu, lu ou entendu quelque part. En Guyane, une conférence a justement été donnée avant-hier sur la vie sexuelle et affective des jeunes. Des données vont être récoltées pour entendre directement la parole des jeunes sur le sujet. Jocelyn Lahanche est sociologue chargé de recherche à l'Institut de travail social Pierre Bourdeux et chercheur associé au laboratoire Minéa en Guyane. Il constate une grande inégalité selon les jeunes entre certains qui se retrouvent seuls et d'autres qui ont la chance de pouvoir compter sur une parole d'adulte.
On voit dans les entretiens que les jeunes vont dire oui, mais il y a ça, mais il y a quand même un enseignant qui en a parlé parfois, et il y a parfois un influenceur que j'aime bien. Et puis moi j'ai de la chance, j'ai un oncle qui je peux poser des vraies questions. J'ai un ami, il est un peu plus âgé, lui, il l'a fait. Il me dit que c'est pas exactement la réalité. Et donc quand on voit la constellation des sources d'informations, on se rend compte qu'il y a des capacités à mettre à distance les images. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des inégalités parce qu'on comprend qu'il y a des jeunes qui sont dans des milieux où ils n'ont pas accès en fait à cette mise en perspective. Avant que je fasse de la recherche, je travaillais dans un centre d'écoute téléphonique. Et puis un jeune, il me dit est-ce que la pornographie c'est vrai? Et là je lui dis écoute, est-ce que tu vas au cinéma? Je dis, oui, qu'est-ce que t'aimes comme film? Il me dit j'aime bien les films d'action et les films d'horreur. Je lui dis est-ce que c'est vrai? Il me dit chose vraie, mais quand même en général c'est pas très vrai. Je lui dis ben voilà. Et vous savez, sa réaction ça a été ah, ok. Et là, il a raccroché. Il y avait quelque chose dans son ton de voix qui disait, en fait, est-ce que quelqu'un peut m'autoriser à penser que ça, c'est pas la réalité? Des propos recueillis par Victor Zamit. Élection à la Chambre d'agriculture, le MODEF SFAM Guyane pointe des problèmes de distribution de matériel de vote. De nombreux agriculteurs, salariés agricoles et retraités n'ont pas reçu leur matériel par courrier. Cette situation compromet la légitimité du scrutin et risque de fausser les résultats, déplore la liste du MODEF. Le syndicat agricole appelle les autorités à s'engager pour garantir un vote équitable. Pour le MODEF SFAM, chaque voix compte et priver une partie des électeurs de leur droit de vote revient à mépriser ceux qui œuvrent au quotidien, notamment pour l'autonomie alimentaire de la Guyane. On le rappelle, sont en lice pour succéder à Albert Siong, Paul Yang, des jeunes agriculteurs FDSEA, Jean-Yves Tarcy du Grage et Jean Reguet pour la liste du MODEF. En sport, en jiu-jitsu brésilien, la Guyanaise Aurélie Levergne est devenue vice-championne d'Europe ce week-end. La Rémiroise licenciée au club des Six Blades, elle n'a pas réussi à conserver son titre acquis l'année dernière. Aurélie Levergne a été défaite ce week-end en finale des championnats d'Europe à Lisbonne face à la brésilienne Ingrid Alves qu'elle n'avait jamais affrontée. La Guyanaise a perdu sur une erreur bête, selon ses mots. Il faut dire que la combattante a été diminuée physiquement. 10 jours avant le début du championnat, elle s'est légèrement blessée à une côte et a dû subir une infiltration au genou. Conséquence, elle a dû manquer 5 jours d'entraînement après sa défaite. Aurélie Levergne a reçu beaucoup de soutien de ses proches et de son club. On écoute sa réaction. Ça change pas de moi qui je suis, ça change pas de moi que je reste en train de faire le travail correctement, de m'entraîner comme il faut, de montrer la voie, on va dire aussi à mes élèves. Et puis j'ai eu beaucoup de support, beaucoup d'amour. Quand tu es bien entouré et que tu fais les choses correctement, finalement le résultat du match, quand on perd un match ou quelque chose dans le domaine sportif, la vie s'arrête pas, tes proches vont pas arrêter de t'aimer et puis voilà, les gens sont là pour remonter le moral et aller de l'avant. Aurélie Levergne, vice-championne d'Europe, elle répondait à Étienne Cornec. Et puis à noter que le club de Six Blades avait également amené des jeunes licenciés qui ont remporté la 2e et 3e place dans les catégories ceinture blanche et violette. Et puis de son côté, Tyrone Gonçalves s'est fait éliminer au 2e tour du championnat d'Europe chez les hommes. La prochaine échéance pour Aurélie Levergne sera les championnats panaméricains fin avril à Orlando aux États-Unis. Allez, on termine en souhaitant la bonne année à la communauté chinoise sous le signe du serpent. Le nouvel an chinois, c'est aujourd'hui, inaugurant l'année du serpent de bois. Ce signe est associé à la sagesse, la maturité et à la séduction, tandis que l'élément bois favorise la créativité et l'innovation. En Guyane, la communauté chinoise, qui représente environ 5% de la population, a célébré la nouvelle année samedi dernier dans les locaux de l'association Fakiao à Cayenne. Retrouvez les plus belles images de cet événement sur nos réseaux sociaux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. L'info pays continue sur les réseaux de Radio Pays.